Madame, Messieurs, bonjour, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Partout où vous êtes, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes là ensemble pendant ces 30 minutes, comme d'habitude. Merci encore une fois de nous avoir fait confiance partout où vous êtes à travers le monde. Nous sommes très heureux d'être encore ensemble pour aujourd'hui, pour décortiquer ces thèmes très importants. Gouvernement Sama Lukonde, une erreur fatale, irréparable. On se pose la question. Alors, vous et moi, on va discuter de ces sujets tout à l'heure. D'abord, je voudrais bien vous remercier pour vos abonnements. Si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous et faites abonner les autres. Nous vous serons toujours très reconnaissants. Alors, pour parler de ces sujets, gouvernement Sama, tout le monde en parle. Mais aujourd'hui, nous allons peut-être aborder d'autres angles en rapport avec ces gouvernements. Quand j'ai dit nous, c'est-à-dire que je ne suis pas seul dans cette émission. Je vais aller jusqu'en Australie, prendre mon confrère Eric Mwamba. Eric qui est l'éditeur du journal Grand Journal, ancien journaliste, disons, ancien président du Forum africain des journalistes d'investigation. Eric est avec nous depuis l'Australie. Merci, monsieur Eric Mwamba, bonjour, et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet très important. C'est le gouvernement Sama Lukonde qui est sorti. Eric, vous êtes spécialisé en information, en investigation. Eric, vous venez de publier un journal, disons, un article tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation. Et il y a des erreurs que vous avez évoquées dans votre journal, Grand Journal, et vous vous dites, ces erreurs auraient dû être corrigées, et ça peut être corrigé. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Eric Mwamba? Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là dans votre article que vous venez de publier il y a quelques minutes? Oui, bonjour HK, bonjour à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Notre article paru sur notre site grandjournalcd.com, le site du Grand Journal, qui est un journal de prospective, d'investigation et de solutions, relève tout simplement une erreur qui a permis aux gouvernements qui ont précédé à Sama Lukonde tout simplement de naître et de mourir dans les mêmes circonstances et d'être jeté dans l'oubliette de l'histoire. Donc Sama Lukonde, en tant que Premier ministre qui devrait former le premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation, devrait tout simplement faire la différence en évitant cette erreur. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, il s'agit dans le gouvernement congolais, d'un côté, des ministères qui sont considérés comme budgétivores, qu'on peut appeler en langage, en néologisme, mangécrate, c'est-à-dire que ces gens des ministères qui sont nombreux dans le gouvernement, où les ministres ou les animateurs tournent les pouces, ils restent les bras croisés, en vous disant tout simplement qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas de ressources, ils ne peuvent pas mettre en application les politiques sectorielles du gouvernement, tout simplement, puisque eux, ils attendent ce qu'on appelle les frais de fonctionnement. Et les frais de fonctionnement viennent d'autres ministères qu'on appelle, qui ont en leur sein le service qu'on appelle le service générateur des recettes. Alors, nous considérons que c'est une erreur, puisque HK, tu es aux États-Unis et le gouvernement Joe Biden compte 15 ministres pour une population de 350 millions d'individus aux États-Unis, qui est un pays... 15 ministres, oui. 15 ministres pour 350 millions d'habitants. Et aux États-Unis, on crée plus de 100 000 emplois par mois. Alors, nous considérons que l'efficacité d'une équipe gouvernementale ne devrait pas provenir de sa taille. Donc, on a encore une fois un gouvernement d'une taille éléphantesque, 56 ministères. C'est vrai qu'il faut saluer déjà une avancée, puisque le gouvernement a été réduit de 10 ministères,
mais on pouvait faire plus. Tout simplement, alors ce que nous proposons, nous proposons tout simplement que comme ce gouvernement est déjà là, que le Premier ministre et le chef de l'État puissent obliger chaque ministre à travailler pour créer un modèle économique, puisque chaque ministère représente un secteur économique. Donc, c'est possible de viabiliser chaque secteur et de le rentabiliser pour que chaque secteur puisse s'autofinancer. Donc, chaque secteur puisse générer des ressources qui devraient créer des emplois au sein de ces secteurs et puis diminuer le train de l'État et récupérer l'argent qui est consommé dans les dépenses des ministres et des cabinets, les fantasmes qui ne font rien, ces dépenses, cet argent peut être réinvesti dans les secteurs sociaux, tout comme par exemple les infrastructures, la santé, l'éducation et d'autres réformes urgentes dont le pays a besoin. Donc voilà un peu ce qu'on propose. Alors, on devrait donner un mois, par exemple. Je pense qu'un délai d'un mois est suffisant pour que chaque ministère puisse venir apporter le modèle économique. Il devrait travailler avec les secrétariats généraux, puisque dans chaque ministère, dans chaque secteur, il y a des administratifs, donc des personnes qui font la carrière au sein de l'administration publique, qui sont au sein des secrétariats généraux, qui peuvent, avec les ministres, élaborer un modèle économique, par exemple pour le ministère de la Culture, pour le ministère du Numérique, pour le ministère du Tourisme, pour le ministère de la Jeunesse et Sport, ainsi de suite. Ils devraient élaborer des modèles économiques et venir présenter au Premier ministre et au chef de l'État, et on devrait leur donner maintenant la possibilité de rentabiliser. Donc, si à partir de 3 mois, on peut évaluer pour voir comment les différents modèles économiques se mettent en charge. Au cas où cela n'était pas possible. Mais le problème qu'il y a... Oui. Le problème qu'il y a, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup plus de ministères qui consomment des budgets par rapport au nombre de ministères qui produisent de l'argent. Alors, et la plupart des gens qui sont dans les gouvernements sont venus, ils n'ont pas encore été considérés, la plupart n'ont pas encore géré des ministères. Ils viennent apprendre. Est-ce qu'il y a une différence? Moi, je vois comme si on est en train un tout petit peu de tourner en rond, puisqu'ils viennent juste consommer. Beaucoup de ministères consomment. C'est comme la communication, c'est comme... il y a beaucoup de ministères comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour éviter ça? Donc, il fallait réduire tous les ministères qui consomment au profit des ministères qui produisent. En fait, le problème n'est pas que les gens viennent dans le gouvernement pour la première fois, puisqu'on a aussi des ministres qui sont là depuis longtemps, qui ont été reconduits comme au ministère de l'Industrie. L'ancien gouverneur Julien Paluku, par exemple, lui, il est là, il était gouverneur pendant plus de 10 ans. Et, il était ministre, donc c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps, pour ne citer que son cas, mais il n'y a pas d'emplois qui sont créés dans ces secteurs. C'est-à-dire que par secteur par secteur, on devrait être capable de créer des emplois. Il y a des personnes aguerries qui ont animé aussi des ministères comme le ministère des Mines. Par exemple, il y avait Martin Kabouilulu qui avait fait 13 ans à la tête de ces ministères. Après, il a été remplacé par le professeur Willy Kitobo Samsoni, qui est un professeur dans le secteur dans le même domaine des mines, etc. Mais on n'a pas créé des emplois. Donc, les différentes politiques gouvernementales n'ont pas été mises en place. Donc, on n'a pas été à mesure de renforcer la capacité de l'État à mobiliser les ressources, à mobiliser de l'argent. On a toujours un budget de moins de 5 milliards de dollars et l'aide au développement, l'argent qui est apporté par les partenaires traditionnels internationaux de la RDC est de moins de 2 milliards. Donc, si vous mettez tout ensemble, vous avez une enveloppe approximative d'environ 5 milliards de dollars et presque la moitié ou les 3 tiers de cet argent
va dans les dépenses des institutions, en particulier de la présidence de la République et des ministères. Donc, ce que nous proposons au niveau du Grand Journal, c'est qu'on peut garder ces ministères, puisqu'on en a déjà, on peut les garder, mais en leur donnant des assignations. C'est-à-dire, ils créent des modèles économiques, puisque tous ces secteurs existent. Par exemple, le secteur du tourisme, même le secteur de la communication est un secteur économique, puisque vous avez des entreprises de presse qui doivent être viabilisées, rentabilisées, pour créer des emplois, ainsi de suite. Alors, tout ministère qui ne sera pas en mesure de respecter les assignations devrait être supprimé et élagué de la nomenclature gouvernementale. Donc, c'est à ces prix-là que... C'est déjà tard, comment on va supprimer ces ministères, puisque c'est une erreur qui aurait dû être corrigée, puisque là, on n'a plus de temps. Tout a été déjà publié. Oui, c'est une erreur, mais ce que nous proposons maintenant, c'est que, puisque ces ministères existent déjà, ce que nous proposons, c'est qu'on leur donne l'assignation. Donc, en une période d'1 mois, ils devraient être capables d'élaborer leur modèle économique. Puisque dans chaque secteur ministériel, il y a des entreprises. Il y a la possibilité, je donne un exemple du ministère du numérique. C'est un nouveau ministère qui a été ajouté alors que nous avons déjà le ministère des nouvelles technologies, de la communication et de l'information. C'est presque la même chose, mais on a mis ça, on a scindé et pour consommer inutilement de l'argent, à mon avis. Exactement. On a scindé alors qu'on devrait garder l'unicité au sein de ces ministères. Mais quand vous parlez avec, j'ai parlé avec quelqu'un dans l'entourage du ministre du numérique quelques heures après la nomination de l'ancien directeur du cabinet intérimaire, M. Eberhard, à la tête de ces ministères. J'ai parlé avec quelqu'un dans son entourage pour lui demander comment ils vont faire pour rentabiliser ces secteurs, mais je pense qu'ils ne le feront pas puisqu'ils n'ont aucun moyen de le faire et ils ne savent pas par où il faut commencer. Et pourtant, le secteur du numérique constitue aujourd'hui l'économie mondiale puisque nous sommes dans l'économie du savoir. Nous sommes dans l'économie de la connaissance et de la culture. On peut, à partir de ce secteur numérique, si le président ou le chef du gouvernement faisait appel à des experts, par exemple, c'est pour cela, moi, je pense qu'il y a un problème au niveau du casting, au niveau de la formation du gouvernement, puisque tout simplement, le gouvernement est composé des partis politiques et des regroupements politiques. On devrait, dans un pays comme la RDC, où il y a la crise, où 95% des jeunes, 95% de la population sont au chômage, on devrait faire appel à toutes les compétences. On devrait même, pourquoi pas, organiser la compétitivité pour permettre au président de la République... ce sont des partis politiques, ce sont des partis politiques qui nous ont pris pratiquement 4 mois sans gouvernement. Et aujourd'hui, tous ceux qui viennent, 80% sont de nouvelles personnes d'après Sama Lukonde. Et ces 80% viennent apprendre à gérer un ministère. Est-ce que vous sentez que dans 3 mois, il y aura un changement dans les différents ministères et ils pourront booster un peu l'économie du pays? Ou c'est les pays qui vont consommer derrière les ministères? En fait, les partis politiques n'ont pas la capacité de développer la RDC. Pour mettre les anciennes figures, même si on avait mis les anciennes figures, puisque les anciennes figures, des docteurs en X ou Y sciences, qui ont fait 10 ans de carrière dans le gouvernement, 30 ans, ils n'ont que l'expérience de la corruption et de la prédation. C'est tout ce qu'ils ont comme expérience. Moi, je pense que le président de la République devrait avoir le courage d'ouvrir les administrations de l'État, faire les castings, faire appel à tous les Congolais de l'intérieur et de la diaspora qui lui proposent. Donc, vous voulez être nommé ministre de tel secteur, ou vous voulez être nommé chef d'entreprise de tel, vous devriez apporter votre plan d'action. Qu'est-ce que vous allez faire pour rentabiliser? Puisque la bataille, la vraie guerre, donc on a surnommé ce gouvernement le gouvernement des guerriers, mais la vraie bataille, c'est la bataille économique. Comment créer l'emploi? Comment augmenter les chiffres d'affaires? Comment augmenter les budgets de l'État? C'est ça la vraie bataille.
Mais là, on va rester avec un budget de moins de 5 milliards de dollars et on a des ambitions. Il faut ramener la paix à l'Est et sur l'ensemble du territoire national. Il faut augmenter la capacité des écoles à regorger les enfants dans le cadre de la gratuité de l'enseignement. Il faut réformer le système sanitaire, le système juridique, le système fiscal. Sans argent, on ne saura pas faire tout ça. Et que ce soit le nouveau ou les anciens, personne n'a la capacité de renflouer les budgets de l'État. Alors moi, je me pose la question, pourquoi ce casting n'a pas eu lieu dans les différents partis politiques avant qu'ils ne nous présentent les candidats? C'est-à-dire que voir les profils de la personne qui a déjà géré, par exemple, j'ai géré tel ministère de ceci, de cela, et la personne, quand elle vient, elle peut déjà se faire une idée comment ramener de l'argent dans ces ministères. Mais là, en tout cas, je suis un peu personnellement déçu, que je vais voir d'abord, si vous vous rappelez, dans les gouvernements passés, ils ont fait presque 8 mois sans job description. Aucun ministre ne savait pas qu'est-ce qu'il devrait faire dans les 3 mois, puisque nous, ailleurs, on vous engage et vous avez 90 jours pour un peu montrer de quoi il est capable, si vous avez compris les objectifs pour lesquels vous êtes engagé dans ces domaines. Et là, l'ancien gouvernement, ils ont fait 3 mois, 7 mois, disons, ils n'avaient pas de tâches, job description ou description des tâches. Et là, maintenant, est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre presque une année, puisqu'ils vont encore faire 3 mois pour comprendre de quoi il est question dans son ministère respectif? Est-ce que nous avons la chance de dire que le gouvernement ici est une réponse aux questions que se posent les Congolais aujourd'hui? C'est un gouvernement beaucoup attendu par les Congolais. On peut se dire qu'on peut avoir une réponse dans 3 mois dans chaque ministère que oui, les gouvernements avaient sa raison d'être et voilà, nous avons la réponse. C'est possible pour ça? Je pense que ça ne sera pas possible puisque le gouvernement contient en lui-même les germes de son propre échec. C'est pour cela que nous avons voulu au niveau du Grand Journal lancer cette alerte si le Premier ministre et les chefs de l'État saisissent la balle au bon, ils peuvent corriger la situation. Tout simplement, tout le temps qu'on perd, même si au niveau des partis politiques, on n'a pas de partis politiques aguerris à la gestion. C'est-à-dire que dans les pays qui se respectent, les partis politiques qui ont la vocation de conquérir le pouvoir et de l'exercer pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations ont en leur sein déjà des équipes gouvernementales propres au parti. C'est-à-dire ces équipes sont constituées de personnes qui ont de l'expertise et de l'expérience, des qualifications et des compétences dans leur secteur respectif, de sorte que lorsqu'il y a un changement qui intervient à la tête du pays, dans les 24 heures ou dans les 48 heures qui suivent, le nouveau gouvernement se met en place, puisque vous avez des ossatures de gouvernement qui existent déjà au sein des partis politiques. Mais au Congo, nous n'avons pas cette culture-là. Vous voyez, par exemple, les 70 députés dont on dit qu'ils appartiennent au parti de Moïse Katumbi, alors qu'en réalité, le parti de Moïse Katumbi n'existait pas avant les élections. C'est-à-dire, c'est une aberration de considérer que Moïse Katumbi avait 70 députés pendant que son parti n'existait pas. Et vous avez appris que le retard entre autres a été s'est renforcé puisque notamment il fallait négocier avec Moïse Katumbi puisqu'il a 70 députés. Alors qu'en réalité, il n'a pas de députés. En réalité, il n'avait pas de députés quand le Parlement s'est constitué. Ça, c'est une réalité. Et je pense que les hommes politiques ont ont utilisé leur sagesse pour un peu nous embourber un peu dans la farine. Mais je me pose la question, Monsieur Eric, moi je pense que d'après même la révélation évoquée dans les grands journaux, on a vu que les mêmes habitudes du gouvernement passé dans la primature, les domaines de la communication et presse, vous avez même relevé que les sites web de la primature est resté pendant plus de 15 mois sans information, alors qu'il y a toute une équipe de presse et information. Alors, est-ce que
moi, je me pose la question, est-ce que ces gens sont suivis de plus près? Est-ce ils ont des objectifs? Et est-ce qu'ils sont évalués? C'est ça même, c'est la question même avec tous les gouvernements. Est-ce ils ont des objectifs? Est-ce qu'ils sont évalués? Et est-ce qu'il y a des conclusions de leur évaluation? En fait, dans cet article auquel tu fais allusion, HK, l'ancien Premier ministre Ilon Kamba, lors de l'investiture du gouvernement, je crois le 6 septembre au Palais du Peuple, il avait présenté le programme du gouvernement sur un document qui était contesté, qui était controversé. C'est-à-dire que les experts avaient relevé à l'époque que le document qu'il avait lui présenté était différent de celui qu'on avait distribué dans la salle. Alors, exactement. C'était deux documents différents dans la salle. Oui. Exactement. Alors, on a cherché à savoir quel était le bon document. Et depuis l'investiture du l'ancien Premier ministre Yulou Kamba jusqu'à son départ, il n'a jamais publié les bons documents. Quand vous allez sur le site internet de la primature, qui s'appelle primature.cd, vous cliquez sur le programme du gouvernement, on vous dit que cette rubrique est en constitution. Et c'est depuis l'investiture de Yulou Kamba, la rubrique programme du gouvernement est toujours en construction. C'est grave. Non, nous pouvons rigoler, mais c'est grave. Yulou Kamba a fait 2 ans, presque 2 ans. Et quand vous allez sur le website programme du gouvernement, on vous dit le programme est encore en construction. Oui, alors qu'il y a une équipe de presse payée chaque mois et ils font des missions de service à travers le monde. Oui, et c'est mais c'est grave ça. Et là, nous sommes en train de mener une deuxième partie de l'enquête. On reviendra pour révéler à la population combien ces sites consomment de l'argent. Et quand vous allez sur ces sites du Premier ministre, le meilleur document que vous trouvez, c'est la biographie du Premier ministre qui est fait même... Ce qui n'a rien à voir avec les Congolais de toute la planète. Vous vous imaginez? Donc, le document qui est présent, à présenter aux gens, c'est la biographie du Premier ministre. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'activité. Ça, c'est grave. Et c'est la même chose, même nous avons rappelé ça, sur les websites, sur les sites web de la présidence de la République. Présidence.cd. L'actualité, les titres qui est là, l'actualité, date de 10 mois. De 10 mois. Et ces documents, sur le site de la primature, il y a même un documentaire très bien fait qui montre combien de diplômes le Premier ministre a, combien de fois il était ministre, combien de fois il a dirigé de grosses entreprises, mais vous n'avez pas des informations qui peuvent intéresser, par exemple, les gens qui veulent investir au Congo. Investir au Congo? Oui. Mais chose grave, si vous allez parce que nous enquêtons dans tous les sites. Si vous allez dans tous les domaines, oui. Si vous allez sur le site du ministère de la Communication, s'il vous plaît, le ministère de la Communication, vous allez trouver le nom du ministre. Ça, c'est même aujourd'hui. Si vous allez vérifier, vous trouverez le ministre de la Communication de la RDC s'appelle Lambert Mende Omalang. C'est juste aujourd'hui. C'est pas possible. Et ça me donne aussi une idée. Vous savez, les cabinets du président de la République, dans les cabinets du président de la République, il y a le professeur Eberand. Alors qu'il y a eu des ordonnances, il y a eu... c'est un peu compliqué. Est-ce que cette équipe, on n'est pas en train de voir les mêmes scénarios de tous les gouvernements passés? Est-ce qu'ils sont suivis, ces gens? Qui est censé évaluer les ministres? Qui est censé les évaluer? Bon, je pense qu'il devrait mettre le président de la République pour faire la rupture, puisque ce qui a ruiné l'économie de la RDC, c'est l'impunité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de sanctions. C'est ce qui a tué. C'est-à-dire que chacun, c'est une culture au Congo, que chaque personne fait ce qu'il veut. Et là, je ne vous coupe pas la parole. Je ne vous coupe pas la parole. Nous sommes dans l'investigation, je ne vous coupe pas la parole. Le président de la République, quand il a reçu pour la première fois les gouverneurs de province, il leur a dit,
vous serez évalué chaque 3 mois. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais été évalués. Alors, ils sont maintenant à 2 ans. Là, je me pose la question. Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que c'est le secrétariat du gouvernement qui doit suivre chaque gouverneur? Est-ce que chaque gouverneur a compris sa mission? Est-ce que qui doit évaluer au juste les ministres et les gouverneurs de province? Oui. Puisqu'on peut bien crier les nouveaux gouvernements, mais les fonctionnements de ces gouvernements. C'est là où moi, personnellement, ça m'inquiète un tout petit peu. Ça, c'est une question très intéressante, HK. C'est une question de savoir que le Parlement a 2 missions principales. La première mission, c'est de légiférer, donc la création des lois. Et la deuxième mission du Parlement, c'est de contrôler, donc le contrôle de l'exécutif. Et le Parlement a à sa disposition plusieurs outils. L'un de ces outils, c'est la Cour des comptes. Il y a une institution qui s'appelle la Cour des comptes, qui est constituée de magistrats assermentés dont la mission est d'auditer les comptes et la gestion des affaires publiques, donc toutes les affaires publiques. C'est-à-dire que la Cour des comptes a le droit et la responsabilité à tout moment d'auditer et d'enquêter sur n'importe quel compte de n'importe quel ministre et de n'importe quelle institution de l'État. Et vous avez également l'inspection générale des finances en ce qui concerne les finances. Vous avez au sein du Parlement ce qu'on appelle, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, ont la responsabilité constitutionnelle d'initier des commissions d'enquête parlementaires pour enquêter et auditer et vérifier. Ce qui n'existe jamais. Ce qui n'existe jamais en RDC. Ça n'existe pas. Ils ne le font pas. Et vous avez vu le scénario même dans les processus de la formation du gouvernement, dans le gouvernement qui vient d'être publié. Vous avez vu que les députés étaient en train de se battre pour devenir ministre, alors qu'en réalité, un député est au-dessus du ministre, puisque les députés, non seulement il fait des lois que le ministre doit exécuter, mais aussi il contrôle les ministres. Mais vous avez vu que les députés étaient en train de se bousculer au portillon. Et les députés ont même menacé. On a vu des députés qui menaçaient le président de la République, qui disaient si vous ne faites pas de nous des ministres, nous allons quitter l'Union sacrée. Nous quittons l'Union sacrée. Oui, la raison pour laquelle ils veulent devenir des ministres, c'est tout simplement pour voler l'argent de l'État en toute impunité. Et donc, pour répondre à votre question, je pense que même le Parlement, les 2 chambres du Parlement devraient être tout simplement dissoutes puisqu'elles ne jouent pas leur rôle. Non, ils ne font rien. Moi, d'ailleurs, toute la semaine passée, je suis contre les activités au Parlement. Depuis qu'on a commencé à tuer à l'est du pays, au lieu de prendre des actions urgentes, et déclarer même un état de guerre en RDC pour Béni, ils se permettent de constituer une commission d'enquête. Je ne sais pas, cette commission-là, s'ils peuvent vérifier dans leurs archives, cette commission est la 40e qu'ils vont constituer pour aller enquêter à Béni, poser la question, il y a eu combien de morts, celui-ci habitait dans quel village, et ils reviennent pour prendre encore 3-5 mois sans une action urgente prise en faveur de la population de Béni. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de matière à évoquer ici. Nous allons peut-être entrer dans les détails avec les investigations, puisque c'est notre travail si nous ne le disons pas. Peut-être il y a d'autres qui ne peuvent pas les faire. Est-ce qu'il y a des recommandations concrètes, puisque nous tendons vers la fin de cette émission, à formuler à l'endroit du Premier ministre? Oui, c'est vrai, le gouvernement est arrivé. Est-ce que ce gouvernement est une réponse à la demande des Congolais? Des recommandations de manière un peu précise. Oui, avant de parler de la recommandation que nous avons faite dans l'article, concernant les commissions qui sont créées de temps en temps, il arrive que le Sénat et l'Assemblée nationale créent des commissions pour mener certaines enquêtes. C'était le cas dans les années passées, par exemple, sur l'argent que les FPI, les fonds de la promotion de l'industrie, avaient prêté soi-disant aux entrepreneurs. Et il y a eu une commission sénatoriale et il y a eu aussi une commission sur la fibre optique et sur d'autres matières. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que tout simplement ces commissions d'enquête chargées de mener des investigations sur la corruption étaient en elles-mêmes
un business. C'est-à-dire, les commissions étaient créées tout simplement pour permettre aux députés ou aux sénateurs envoyés en mission de gagner de l'argent. Donc, on sort de l'argent pour qu'on donne comme frais d'émission aux parlementaires qui vont rétrocéder aux gens qui leur ont donné de l'argent et finalement, ils vont sur le terrain, ils font semblant de faire des enquêtes qui ne seront jamais... qui n'aboutissent jamais et puis il n'y a pas de conclusion officielle. Oui, c'était le cas avec Luzolo Bambi aussi, qui était, quand il était ministre de la Justice, il n'avait sanctionné personne. Et quand il devient conseiller du président sans aucun pouvoir coercitif, il fait des enquêtes et finalement, il ne révèle même pas les noms des personnes qui sont présumées auteurs des actes de détournement et de corruption, etc. C'est tout simplement de la complaisance. C'est tout simplement une façon de créer de nouveaux business soi-disant qu'on fait la lutte contre la corruption pour s'enrichir soi-même. Alors, la recommandation, c'est que nous estimons qu'il faut que, pour changer les choses, il faut qu'au sein de la population, la population puisse créer des structures syndicales autour autour des intérêts vitaux de la population. Par exemple, autour des questions de gestion, la bonne gouvernance, la gestion d'eau, la gestion d'électricité, des infrastructures, etc. Et qu'on puisse obliger le gouvernement, qu'on puisse être à mesure, par exemple, nous, au niveau de la presse, on devrait aussi créer notre syndicat pour faire pression sur le gouvernement pour qu'il puisse nous permettre de travailler dans de bonnes conditions et qu'on exige que d'ici 3 mois, par exemple, on puisse évaluer chaque ministre, que les ministres publient des documents qui aient la transparence sur leur mode de gestion, les attributions des ministres et les assignations, les résultats qu'on attend d'eux devraient être publiés sur les sites internet des différents ministères pour permettre à chaque citoyen congolais d'avoir accès. Comme ça, d'ici 3 mois, nous allons exiger nous-mêmes le contrôle des différents ministères de sorte qu'un ministre qui ne fait pas bien son travail devrait être révoqué. Moi, je sollicite le grand journal que vous dirigez. Nous allons peut-être, parce que nous sommes déjà à l'extérieur du pays, et nous avons la possibilité d'enquêter, d'entrer dans toutes les chambres de la RDC, de tous les ministres. Je pense que si nous ne parlons pas de ce genre de choses, rien ne se fera. Moi, je sollicite Grand Journal, en partenariat avec HK Today, et puis nous allons associer d'autres journalistes pour vraiment faire de l'investigation derrière chaque ministre. Et nous rappelons toutes les bonnes pratiques, nous rappelons toutes les règles de transparence, de bonne gouvernance. Et peut-être ça peut sauver les pays, puisque vous avez suivi qu'il y a un groupe de journalistes achetés. Ceux-là qui sont achetés ne peuvent pas dire ce genre de choses. Ça, je vous le dis clairement. Ils vont dire non, écoutez, les ministres Simba Bisso, Moyeto, Tobi Misaye, Zate. Moi, je souhaite que, surtout les journalistes d'investigation que vous êtes formateurs, vous avez été président du Forum africain des journalistes d'investigation basé en Afrique du Sud pendant plusieurs années. Vous avez formé beaucoup de journalistes africains d'investigation, moi également. Moi, je souhaite que, c'est une recommandation peut-être à nous deux, de constituer une équipe de journalistes d'investigation. Ceux qui sont en RDC, ils ne vont pas être connus du public. On va travailler derrière le Parlement. Ça, c'est un plan, peut-être je vais soumettre à un cahier de charges. Bon, on va en parler de l'autre côté, mais j'ai déjà soufflé ça à tous ceux qui nous suivent que nous, les journalistes, nous pouvons sauver le pays. Alors, monsieur Eric Mwamba, pour terminer, est-ce que vous pensez qu'il faut concrètement pour les ministres, ceux qui viennent de quitter, je m'excuse, n'avaient pas compris pourquoi ils étaient ministres. Ils n'avaient pas de cahier de charges, ils n'avaient pas de tâches, ils n'avaient pas des objectifs. Est-ce que vous pensez que c'est urgent, avant d'entrer en fonction, donner à chaque ministre ses objectifs, son job description et la date de son évaluation après peut-être 90 jours? Trouvez-vous ça normal? Ça, c'est l'obligation constitutionnelle du président de la République qui devrait signer une ordonnance d'attribution qui donne des assignations à chaque ministre. Et je crois qu'il y a un délai pour le faire. Donc, le chef de l'État, de concert avec le Premier ministre, devrait travailler rapidement sur ça puisque, et faire le job description à chaque ministère
Et moi, je recommande tout simplement que ces différentes assignations soient publiées aussi sur les sites Internet des ministères. On n'a pas besoin de biographies des ministres qui nous disent sur leur site Internet, puisque ce que nous avons trouvé de bon... Ça n'a rien à voir avec la bibliographie du Premier ministre, alors qu'il n'y a pas un plan du gouvernement. On n'a pas besoin. C'est une honte pour ça, oui. Oui, c'est les assignations qui seront faites par le président de la République. C'est une obligation constitutionnelle. Le président va signer une ordonnance et cette ordonnance d'attribution doit être publiée. Et il faut que les journalistes congolais comprennent que le droit du peuple à s'exprimer à travers une presse libre est une caractéristique en démocratie. Il faut aussi que les citoyens congolais comprennent qu'ils ont l'obligation de soutenir les entreprises de presse qui font le travail de transparence sur la gestion des affaires publiques. C'est la responsabilité des citoyens, puisque nous, c'est tout ce que nous faisons comme travail, nous n'avons pas un autre travail. Alors, quand nous allons enquêter, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'argent. Il faut que les citoyens congolais puissent contribuer. Vous avez des médias dans le monde, comme les Canards enchaînés en France, Mediapart, mais ces médias fonctionnent avec la contribution du peuple de ces pays. Il faut que nous ayons des grands médias de référence dans notre pays qui sont soutenus, puisque les Congolais ont ceci de particulier qu'ils peuvent bien suivre les théâtres. Je n'ai rien contre les théâtres. Ils peuvent bien suivre les théâtres, ils peuvent bien suivre des images pornographiques ou tout ce qui ne contribue pas au développement du pays. Mais quand vous venez avec des sujets comme les nôtres, vous verrez qu'il y a moins de gens qui s'intéressent. Il y a moins de gens qui nous soutiennent. Merci beaucoup, Eric Mwamba. Chers amis, vous qui nous suivez, ça c'est une demande que nous formulons ici devant vous. Nous pouvons faire tomber un ministre un après l'autre si vous nous soutenez et si nous mettons en place notre machine d'investigation. Et beaucoup de ministres, même si effectivement je pense qu'en RDC ils ont honte de pouvoir démissionner, mais nous sommes en mesure de vous donner tous les petits détails sur la gestion de chaque ministre. S'ils sont des courageux, ils vont démissionner. Mais comme peut-être chez nous, ils pensent que démissionner, c'est une honte. Nous pouvons vous faire du bon travail. Est-ce que vous pouvez nous soutenir? Et nous avons quand même nous avons assez flatté les hommes politiques. Non, tu portes bien la cravate, excellence, tu es bon, tu es excellent. Est-ce que vous pouvez nous aider pour être des vrais chiens de garde de ces ministres-là? Donc, c'est un peu la demande ces jours ici de M. Eric, journaliste d'investigation depuis Australie, et M. Honoré, journaliste d'investigation depuis les États-Unis. Nous pouvons sauver la RDC. Ça, je vous jure, c'est M. Eric qui a fait des dossiers graves. Nous allons parler, M. Eric, de tout ce que vous avez fait et de toutes les révélations qui ont bouleversé même les membres du gouvernement passé pour un peu montrer à nos fidèles que nous sommes en mesure de faire quelque chose, mais nous n'avons pas cet appui-là. Alors, merci. Peut-être un petit mot. Un petit mot, HK, avant que les gens ne commencent à parler de Minembwe. Le grand journal à Kinshasa était le premier. Nous avons révélé le détournement de fonds destinés aux urgences humanitaires à Minembwe par l'ancien ministre de la Solidarité, Bernard Biando. C'est nous, grand journal, avait révélé ces dossiers. Mais heureusement pour nous, à l'époque, le ministre a été interpellé et il avait perdu son poste. Et c'était pour la première fois dans l'histoire de la RDC qu'un journaliste fasse tomber un ministre, et c'était quand même encourageant avec l'avènement de Félix Tshisekedi. Et je pense que si nous poussons le bouchon, on peut on peut provoquer... Ils vont démissionner en cascade. Ils vont démissionner en cascade si nous nous mettons à enquêter derrière chaque ministre. Et c'est possible, c'est facile à le faire. Chers amis, est-ce que vous pouvez nous soutenir? Il y a beaucoup d'argent aussi de la RDC caché dans des banques. Également, j'ai suivi également l'investigation du grand journal sur les détournements dans les compagnies téléphoniques. Exactement. Ils nous ont toujours habitués à fêter 1 million d'abonnés, 2 millions, 3 millions. Et du coup, ils ont arrêté le nombre d'abonnés, puisqu'ils savent qu'ils volent des Congolais. Donc, exactement. Donc, on peut beaucoup faire. Je me rappelle de l'enquête menée. Exactement. L'enquête sur Vodacom qui vole 36 millions de dollars
des Congolais chaque mois et on avait enquêté sur 10% des abonnés qui étaient volés par Vodacom et ça a révélé 36 millions de dollars chaque 36 mois millions. sur un seul forfait. Oui, sur les 10% seulement. Donc, il y a des dossiers scandaleux en RDC. Et si un journaliste congolais publie ça, il sera poursuivi. Diffamation, ceci. Mais nous avons toute liberté. Nous pouvons faire tomber ce genre. Moi, en tout cas, je tape du poing sur la poitrine. Avec les grands journaux, on peut faire tomber. Mais nous avons besoin de l'appui de tout le monde. Merci, monsieur Eric. Je souhaite te libérer à partir de l'Australie. Il fait déjà... vous êtes à quelle heure là-bas? Il fait tard. 20h 21h, d'accord. Merci beaucoup. On reviendra sur ces dossiers pour suivre chaque ministre. Est-ce que chacun comprend son travail? Et voilà. Merci beaucoup, cher Eric. Et bonne soirée chez vous en Australie. Au revoir. Voilà, chers amis, c'est un peu ça les sujets d'aujourd'hui. Vous avez vu que nous connaissons vraiment beaucoup de choses sur le fonctionnement de ces gouvernements. Et moi, je demande, là, vous venez de suivre notre collègue, mon collègue à moi, Eric Mwamba, qui est formateur de journalistes d'investigation, éditeur du journal Grand Journal, basé en Australie, qui a enquêté sur beaucoup de dossiers au niveau de l'Afrique, Côte d'Ivoire, Kenya, donc presque toute l'Afrique, puisqu'il était président du Forum africain des journalistes d'investigation. Alors, chers amis, je pense que nous sommes en mesure de vous faire un bon travail avec ces ministres qui se bousculent pour être ministres. Et nous pouvons vous montrer que ces gens, après 30 jours, personne, donc peut-être ça sera 10% qui vous auraient fait un bon travail par rapport à 90% qui sont allés là-bas juste pour fixer leur cravate et puis nous montrer qu'ils portent des lunettes, ainsi de suite. Alors, merci beaucoup. Nous reviendrons ici pour nous rassurer que chaque ministre a son job description, chaque ministre a un plan économique, comme l'a dit M. Eric, et chaque ministre, après 30 jours, est évalué. On n'a plus de temps à caresser les gens, à flatter les uns et les autres. Merci beaucoup si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner avant de quitter, parce que je ne sais pas quels sont les médias sur lesquels vous vous abonnez en cascade. Est-ce que ce sont des médias qui insultent? Ce sont des médias qui vous disent de mensonges? Et si vous aimez ces médias, merci de vous abonner avant de quitter. Et puis merci de nous poser toutes vos questions. Nous sommes là pour vous et partager nos émissions. Nous en profitons pour saluer notre partenaire Gabi Tambatamba, inventaire du jet de 5 buts, qui est basé à Dubaï. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui. Partagez cette vidéo, nous vous aimons bien. Prenez bien soin de vous. Et merci également à notre réalisatrice Sylvie Moussambi, qui est chargée de relations publiques. Ça, je n'oublie pas, basée en Australie également. Pour ces magazines, un grand magazine que vous aimez bien suivre depuis États-Unis d'Amérique. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro. Au revoir.